Donc effectivement, je vais vous présenter un petit bilan international de ce que donne la légalisation du cannabis aujourd'hui. Alors juste pour préciser d'où je parle, puisque c'est c'est un sujet, la légalisation du cannabis, comme le sujet en France de l'alcool et du tabac qui fait l'objet d'intérêts privés de plus en plus. Et donc, c'est important de savoir qui sont les personnes qui s'expriment sur ces sujets, de pouvoir les situer, notamment en termes de liens d'intérêt. Donc, moi, je suis directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, je pense, assez bien, puisque vous répondez fidèlement à nos enquêtes et on vous en remercie. L'OFDT, jusqu'à il y a quelques années, c'était l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On s'est rebaptisé Observatoire des drogues et des tendances addictives puisque notre périmètre s'est élargi. C'est-à-dire que depuis 2020, on n'observe plus seulement les drogues licites comme l'alcool et le tabac, les drogues illicites qui sont classées comme stupéfiants, ou les produits psychoactifs détournés de leur usage, comme par exemple le protoxyde d'azote. On s'intéresse aussi aux addictions sans produit, en particulier les jeux d'argent et de hasard, mais aussi les jeux vidéo, puisque c'est les deux seules addictions sans produit aujourd'hui qui font l'objet d'une classification internationale. L'OFDT, c'est un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire que notre objectif, il est clairement d'avoir un rôle d'abord de mise à disposition des connaissances scientifiques validées, mais aussi de produire les connaissances qui manquent et qui sont utiles à la détermination des politiques publiques. Donc, on a une mission d'intérêt collectif depuis une trentaine d'années maintenant. Et pour ça, on s'appuie sur une équipe d'une trentaine de personnes qui est pluridisciplinaire, avec des profils assez différents, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Et on est également point focal pour la France de l'Observatoire européen des drogues, qui a changé de nom depuis cette année, qui est maintenant l'Agence européenne des drogues. Voilà, donc nos activités sont indépendantes et cette indépendance scientifique, elle est garantie par un collège scientifique d'universitaires, d'experts qui eux-mêmes remplissent une déclaration d'intérêt de manière à éviter tout lien d'intérêt avec des acteurs privés. Et évidemment, toutes les publications, y compris celles dont je vais parler aujourd'hui, sont accessibles sur notre site internet qui a été d'ailleurs refondu cette année. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une synthèse qui est fondée sur deux choses. D'abord, l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui sur les modèles de régulation du cannabis qui existent dans différents États. Et c'est aussi une recherche empirique originale qu'on a menée à l'OFDT avec des universitaires en sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'une part et de l'université du Québec à Montréal également, ce qui nous a permis de sortir un certain nombre de publications détaillées que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'OFDT, notamment un rapport qui fait le point sur la manière dont la régulation du cannabis se décline dans les 3 États de la côte ouest aux États-Unis, donc l'État de Washington, l'Oregon et la Californie. C'est un rapport assez complet, vous verrez, avec pas mal d'annexes et de détails pour les passionnés du sujet. Et pour le Canada, c'est des monographies pour le Québec, pour l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et on a essayé de construire ces rapports de manière à ce que les données soient comparables, ce qui permet de faire en sorte que les rapports se fassent écho. Et puis, pour les lecteurs plus pressés, on a fait une synthèse comparative qui, là, est vraiment ciblée sur ce que veut dire la régulation au Canada et aux États-Unis aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier numéro de tendance qui s'appelle, le volet 1. C'est-à-dire que on revient sur les enjeux de la régulation du cannabis et les instruments qui sont utilisés à travers les États-Unis et les différentes provinces du Canada. Et un deuxième volet qui, lui, est plus centré sur ce que ça donne aujourd'hui et les défis de mise en œuvre. C'est-à-dire quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics dans la mise en place de la légalisation du cannabis. Donc voilà, tout ça est en ligne. Alors aujourd'hui, une heure, ça va être vite passé. Je vais commencer d'abord par faire un petit point de vocabulaire pour notamment préciser la différence entre dépénalisation et légalisation, qui n'est pas toujours claire dans tous les esprits. Ensuite,
un petit état des lieux international des initiatives de légalisation du cannabis. Quels sont les pays aujourd'hui, les États qui ont légalisé le cannabis, en tout cas à usage dit récréatif, c'est-à-dire non médical. Je ne m'attarderai pas sur les pays, sur tous les pays qui ont légalisé le cannabis à usage médical, parce qu'il y en a beaucoup plus déjà, et que souvent le cadre de régulation est beaucoup moins défini que quand il s'agit de cannabis à usage dit récréatif. Ensuite, je reviendrai assez longuement sur les modèles de régulation du cannabis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, réguler le cannabis? Et puis une dernière partie sur les résultats et le premier bilan qu'on peut tirer de ces différentes expérimentations, à la fois d'un point de vue économique, du point de vue de la santé publique, mais aussi de la sécurité publique et de la délinquance. Et je terminerai par des propos un peu plus généraux sur les difficultés spécifiques de la régulation du cannabis par rapport à l'alcool et au tabac, par exemple, puisque en France, le tabac et l'alcool sont légalisés pour les adultes, exactement comme l'est le cannabis dans une partie des États-Unis et au Canada. On a des défis de régulation et finalement, on s'aperçoit qu'on retombe un petit peu sur les mêmes avec le cannabis à usage récréatif en Amérique du Nord. Alors d'abord, les questions de définition. Et pour plus de détails, je vous renvoie au petit ouvrage que j'ai sorti il y a 2 ans qui s'appelle Le cannabis. Le titre est sobre, mais le but de ce petit livre, c'était vraiment de faire un état des savoirs sur le cannabis, puisqu'on entend beaucoup de choses, du vrai et du moins vrai. Il y a beaucoup de fantasmes encore qui sont charriés par ce sujet. Et donc, voilà, l'objectif de ce petit livre, c'est vraiment de faire un point sur l'état des connaissances. Et je reviens aussi un peu sur les mythes autour du cannabis, c'est-à-dire les choses qu'on croit savoir et qui s'avèrent totalement fausses. Typiquement, ce qu'on appelle la théorie de l'escalade, le fait que consommer du cannabis mènerait immanquablement à consommer des drogues dures, etc. Voilà. Alors, pour les notions dont on va parler aujourd'hui, d'abord, la première chose, c'est la différence entre la dépénalisation et la légalisation. Dépénaliser le cannabis, ça veut dire faire sortir toutes les infractions liées au cannabis du champ pénal. Autrement dit, c'est un comportement qui n'est pas forcément autorisé, mais qui n'est plus pénalement incriminé. Autrement dit, ça va passer par supprimer les peines de prison, par exemple, pour un délit d'usage du cannabis. Ça peut être aussi contraventionnalisé, c'est-à-dire considérer que le fait de consommer du cannabis n'a plus lieu d'être un délit, mais une contravention, comme les contraventions routières, par exemple. Donc voilà, ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle la dépénalisation, sachant qu'il n'y a pas de définition juridique stable de cette notion de dépénalisation, qui peut aller de alléger les sanctions pénales jusqu'à les supprimer complètement ou transformer des sanctions pénales en sanctions administratives, typiquement une contravention. Mais dans tous les cas, ça reste interdit de transporter du cannabis, d'en produire, d'en vendre. Voilà. Donc, dans les régimes de dépénalisation, l'interdit demeure. Avec la légalisation, c'est très différent puisque selon les modèles de régulation qui vont être mis en place, il y a quand même l'idée d'ouvrir un marché, c'est-à-dire à minima de faire en sorte que les consommateurs de cannabis puissent s'approvisionner légalement et acheter. Alors, on verra si c'est parfois dans des boutiques, parfois par l'autoculture, mais en tout cas, ils ont différents moyens de s'approvisionner légalement en cannabis sans faire appel au marché noir et sans se retrouver avec les risques inhérents au fait de se retrouver sur le marché noir. Donc ça, c'est le premier point de vocabulaire. Le deuxième, c'est sur les usages du cannabis, puisqu'il y a dans les types d'usages qui sont aujourd'hui reconnus, traités dans la littérature et revendiqués par les usagers aussi, l'usage dit médical, thérapeutique, médicinal, il y a différents termes. En tout cas, l'idée que le cannabis peut permettre de soulager des douleurs. Alors, là-dessus, c'est un gros sujet puisqu'il y a des usages médicaux du cannabis qui sont assez bien reconnus. Il y a toute une littérature scientifique qui montre que, effectivement, le cannabis peut être utile, par exemple, pour les patients atteints de sclérose en plaques pour limiter les spasmes musculaires, ou pour des patients atteints du cancer et qui sont sous chimio, qui veulent retrouver l'appétit. En revanche, il y a
toute une série d'indications médicales où les faits scientifiques ne sont pas du tout présents. Par exemple, pour soigner la migraine, il n'y a pas, y a pas de preuve convaincante et irréfutable du fait que le cannabis est efficace pour soigner la migraine ou les douleurs de dos. Donc voilà, ça c'est le premier type d'usage attaché au cannabis. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'usage récréatif, mais sans qu'il y ait une définition scientifique éprouvée de ce que serait un usage récréatif. Donc c'est l'usage qu'on appelle aussi non médical. En tout cas, voilà, il y a l'idée que les motivations d'usage, c'est la convivialité, le fait de se détendre, de consommer entre amis après une journée de travail, etc. Donc c'est tout un ensemble de profils d'usagers qui est assez différent de ceux qui revendiquent un usage médical. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'usage bien-être. Alors ce terme-là de bien-être, il vient du rapport d'une mission d'information parlementaire qui a eu lieu il y a quelques années et qui a remis un rapport en 3 parties, justement par type d'usage. Donc il y avait une première partie sur les usages médicaux, une deuxième sur les usages récréatifs et une troisième sur les usages dits bien-être, qui font référence au fait d'acheter du CBD dans les CBD shops, avec un statut juridique d'ailleurs qui est dans une zone grise. Mais en tout cas, voilà, ça renvoie très clairement aux usages de CBD et pas forcément à d'autres cannabinoïdes. Et puis le dernier type d'usage, c'est l'usage industriel de cannabis, puisque vous savez que le cannabis et le chanvre, c'est exactement la même plante. La seule chose qui différencie l'un de l'autre, bah, c'est d'abord le terme qu'on accole et le fait que le cannabis est un produit stupéfiant. Et c'est le taux de THC, c'est-à-dire le principe actif dans la plante de cannabis, le tétrahydrocannabinol, qui est à l'origine des effets d'ivresse. Donc dans le chanvre, par exemple, qui fait l'objet d'usage industriel, il n'y a pas de THC, ou très peu. Ce chanvre, il est utilisé pour faire des cordages, du textile, pour l'isolation, pour toutes sortes d'usages. Voilà, donc le cannabis, déjà, c'est un premier facteur de complexité, c'est que c'est la même plante que le chanvre et que les usages sociaux sont très variés. Le deuxième facteur de complexité avec ce sujet, c'est que le cannabis, tel qu'il est consommé dans une perspective récréative, ça peut être de l'herbe, ça peut être de la résine, ça peut être des huiles, et ça peut être encore d'autres formes qui d'ailleurs se sont développées avec la légalisation en Amérique du Nord. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est le cannabis, mais il y a aussi dans la plante de cannabis une centaine de cannabinoïdes avec des effets assez différents, dont le tétrahydrocannabinol, le fameux THC, mais aussi le CBD et toutes sortes d'autres cannabinoïdes avec des noms tout aussi barbares. En général, c'est 3 lettres avec un C, notamment. Et ces cannabinoïdes, surtout, leur effet dépend les uns des autres. C'est-à-dire qu'avoir, par exemple, du THC, c'est rare d'avoir uniquement du THC dans du cannabis. C'est en général mélangé avec d'autres types de cannabinoïdes. Donc, ça veut dire que sur les marchés illégaux, typiquement, on ne sait jamais exactement ce qu'on consomme, mais même sur les marchés légaux, tout ça n'est pas forcément très contrôlé. Et puis, il y a les cannabinoïdes naturels ou synthétiques, et même semi-synthétiques. Par exemple, il y en a un qui s'appelle l'hexahydrocannabinol, qui a été interdit en France et qui, typiquement, est un cannabinoïde semi-synthétique. Donc voilà, c'est une constellation de cannabinoïdes qui est assez complexe à appréhender. Et puis le troisième facteur de complexité lié au sujet, c'est que les modes de consommation sont de plus en plus variés. C'est-à-dire que traditionnellement, le cannabis, on le fume en Europe. C'est d'ailleurs plutôt la forme résine qui est majoritaire sur le marché européen. Mais de plus en plus, il y a aussi du cannabis qui peut être ingéré sous une forme comestible. Ça peut être des sodas, ça peut être des gâteaux, des cookies. Il y a du cannabis qui est vapoté ou vaporisé. Et il y a même des usages qu'on appelle le dabbing, qui est une manière de consommer du cannabis, un peu à la manière de l'opium, c'est-à-dire qu'on inhale la vapeur dans des dab rigs, qui sont des instruments, des accessoires spéciaux pour avoir une montée des effets assez rapide. Donc voilà, pour planter un petit peu le décor et pour vous montrer un peu tous les éléments qui font que le cannabis, bah, c'est par pas mal de côtés plus compliqué que l'alcool ou le tabac, et ça va évidemment se retrouver dans les difficultés à réguler ce produit.
Alors, avant d'en arriver là, un petit tour d'horizon des initiatives de légalisation du cannabis aujourd'hui dans le monde. Donc, je parle encore une fois d'usage récréatif ou non médical. Vous voyez que même si cette revendication de légaliser le cannabis, elle est très ancienne, ça fait des décennies qu'on en entend parler, c'est seulement depuis une dizaine d'années que les premières initiatives de légalisation ont été mises en place. Ça a commencé d'ailleurs aux États-Unis, qui historiquement est le chantre de la prohibition du cannabis en tout cas, mais aussi d'autres drogues. Donc ces deux États, le Colorado et l'État de Washington, qui, contre l'interdit fédéral, ont fait passer un référendum en 2012 pour légaliser le cannabis à usage récréatif. Ils ont été suivis par un certain nombre d'États américains, puisque vous voyez qu'il y a 24 États aujourd'hui sur 50, donc la moitié des États américains, qui ont légalisé le cannabis à usage récréatif. Et ce qu'on peut voir sur cette frise, c'est que le mouvement s'est accéléré depuis 2018, puisqu'il y a au moins un nouvel État par an qui a sauté le pas depuis 2018. Alors en 2024, en parallèle à l'élection présidentielle aux États-Unis, il y avait 3 référendums dans 3 États pour légaliser le cannabis à usage récréatif, mais dans les 3 États, ça a été rejeté par une majorité de la population. C'était la Floride, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Donc ça veut dire qu'en 2024, il n'y a aucun nouvel État qui a franchi le pas aux États-Unis. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que tous ces États américains, ils avaient légalisé le cannabis à usage médical auparavant. Et la deuxième chose, c'est que c'est des initiatives qui se sont faites contre l'interdit fédéral, ce qui veut dire qu'en termes de régulation, évidemment, ça pose des problèmes, puisque, par exemple, sur les formes alimentaires de cannabis, l'autorité fédérale qui devrait réguler ça, la FDA, l'administration chargée des produits alimentaires, n'a aucun droit de regard sur les produits alimentaires à base de cannabis. Donc on voit que ça a des effets très concrets, le fait que ce soit des initiatives un peu dispersées et de la part d'États plutôt que du niveau fédéral. Au bas de la frise, vous voyez l'Uruguay et le Canada en vert qui, à l'inverse des États-Unis, ont légalisé à l'échelle nationale. C'est-à-dire que c'était une décision du gouvernement en 2013 en Uruguay. C'était le fait du président Mujica, qui dirigeait une coalition de gauche et qui a créé la surprise générale en annonçant ce projet de légaliser le cannabis. Et puis en 2018, le Canada, c'était une promesse électorale de Justin Trudeau pendant la campagne de 2015. Et donc, son parti libéral a remporté les élections fédérales et le Canada a effectivement mis en place un régime de régulation du cannabis depuis 2018. Alors, au sein de l'Union européenne, il y a aussi quelques initiatives de légalisation qui sont en train de prendre forme. Le premier État qui a annoncé un projet de ce genre, c'était le Luxembourg. En 2018, c'était un projet de la coalition gouvernementale du Luxembourg qui a été élu, mais qui, une fois élu, s'est heurté aux réserves de la Commission européenne pour légaliser le cannabis. Et donc, le projet a pris quelques années. Vous voyez que c'est seulement en juillet 2023 qu'il y a eu un accès légal au cannabis qui a été autorisé, mais le projet initial a été pas mal revu à la baisse. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des boutiques où on peut acheter du cannabis, comme en Amérique du Nord. C'est uniquement par la culture à domicile qu'on peut s'approvisionner légalement au Luxembourg. Le Luxembourg, en fait, a repris le modèle qui a été mis en place par Malte, qui est un tout petit État, mais qui a été le premier formellement au sein de l'Union européenne à légaliser le cannabis et à autoriser non seulement la culture à domicile, mais aussi les cannabis social clubs. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que c'est. Et puis, troisième pays de l'Union européenne qui a sauté le pas, l'Allemagne. Là encore, c'est une coalition gouvernementale qui avait lancé ce projet et qui l'a mis en place de manière un peu échelonnée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a quelques États de l'Union européenne qui ont fait des annonces et qui travaillent officiellement sur un projet de légalisation du cannabis. C'est le cas de la République tchèque, par exemple, qui a un projet de ce genre en cours. Il y a également quelques expérimentations locales en cours, en Suisse et aux Pays-Bas. Mais ça, j'y reviendrai dans une diapo à venir. Alors, je reviens juste sur le cas des États-Unis qui est intéressant, puisque vous voyez qu'il y a un patchwork de régime de régulation du cannabis aujourd'hui, avec les États en vert foncé, qui sont ceux qui autorisent à la fois l'usage médical et l'usage récréatif du cannabis. Donc, en gros,
Ça a commencé par le Colorado et les États de la côte ouest. Ça s'est ensuite propagé par ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les États du nord-est des États-Unis, et puis plus généralement un nord-est un peu élargi. Quelques États aussi du centre-nord du pays, comme le Minnesota, l'Illinois ou le Missouri. Et vous voyez que dans le sud des États-Unis, en revanche, en tout cas dans la partie orientale du sud des États-Unis, il y a très peu d'États qui ont sauté le pas. Et il y a même en gris 3 États qui sont un peu les derniers des Mohicans, qui n'ont rien légalisé, ni usage médical, ni usage récréatif, ni même usage de CBD. Donc on voit que la réglementation aux États-Unis est extrêmement disparate, hétérogène selon les États. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend notamment, c'est pas le seul facteur, mais c'en est un. Jusqu'à l'élection présidentielle d'il y a quelques semaines aux États-Unis, en gros, quand on superposait la carte politique des États-Unis, la répartition entre États démocrates et États républicains, on retombait quasiment sur la carte de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt les États démocrates qui ont légalisé. C'est aussi des États souvent qui ont tout un historique de progrès social, qui ont été parmi les premiers États des États-Unis à accorder le droit de vote aux femmes, par exemple, ou à donner une suite aux grèves des mineurs au XIXe siècle. Donc voilà, des États tous héritiers d'une tradition de progrès social et de réforme des mœurs. Alors, les processus de réforme qui se sont joués dans ces 24 États américains qui ont légalisé, 24 sur 50 donc, ça a été d'abord par référendum local, c'est-à-dire que c'était des initiatives qui étaient très poussées par la société civile, par des ONG, parfois aussi par des médias qui se sont engagés, et avec des campagnes d'opinion qui étaient assez fortement financées. Donc il y avait clairement aussi des intérêts économiques en jeu, avec l'idée que la légalisation pourrait bénéficier au développement économique. Donc ça, c'était la situation des débuts. Mais assez vite, à partir de 2018, en gros, il y a quelques États américains qui ont fait passer des réformes de légalisation du cannabis au niveau de la législature d'État, c'est-à-dire au niveau du Sénat et de l'Assemblée de l'État. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu plus qui ont fait passer ces réformes par référendum, mais malgré tout, par le vote de la législature, on a encore pas mal d'États, notamment dernièrement la Pennsylvanie, qui a un projet de ce genre au niveau du Sénat et de l'Assemblée de l'État. Situation très différente au Canada. Donc, je vous le disais, c'était une réforme d'impulsion gouvernementale avec Justin Trudeau au gouvernement, avec une gamme de modèles de régulation du cannabis qui est très diversifiée, encore plus hétérogène peut-être qu'aux États-Unis, puisque si l'autorité fédérale a compétence pour contrôler la production de cannabis, sur tout ce qui concerne la distribution et la vente, c'est les provinces qui sont habilitées à définir les modèles. Donc vous voyez qu'on a un patchwork de 13 modèles de régulation du cannabis, puisqu'il y a 13 provinces et territoires au Canada, avec des différences assez importantes dans les modèles de distribution entre entre les régimes 100% publics, par exemple. Donc ça, vous voyez, ça concerne le Québec ici, ou ce qu'on appelle les provinces atlantiques du Canada. Il y a ensuite les modèles privés, avec un petit chariot violet, qui en gros concerne la quasi-totalité des provinces qui ont une frontière commune avec les États-Unis, qui sont là, et puis les provinces du nord du pays. Et puis enfin un modèle hybride, c'est-à-dire que on peut acheter à la fois auprès d'opérateurs publics ou d'opérateurs privés. Donc ça, c'est plus rare. Il y a 2 provinces qui ont mis en place ce modèle, dont la Colombie-Britannique. L'autre aspect intéressant, c'est l'âge légal minimum d'accès au cannabis, qui est assez différencié selon les provinces, qui va de 18 ans ici dans l'Alberta jusqu'à 21 ans au Québec. Mais l'âge le plus couramment pratiqué, c'est 19 ans. Vous voyez, dans la plupart des provinces, c'est à 19 ans qu'on peut acheter légalement du cannabis. Alors, le choix du modèle de distribution et de vente, il a des effets.
notamment en termes d'accessibilité, c'est-à-dire que typiquement dans les modèles privés, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui se sont lancés sur le marché. Et on voit donc les modèles privés, c'est ceux avec le chariot violet. Vous voyez que l'accessibilité pour 100 000 habitants à un point de vente légale de cannabis est beaucoup plus forte, puisque dans l'Alberta, on a 17 boutiques pour 100 000 habitants, alors que vous voyez qu'au Québec, qui est un régime public, c'est 17 fois moins, il y a une boutique pour 100 000 habitants. Donc ça a des effets très concrets, le choix du modèle de distribution et de vente. Et puis l'autre aspect intéressant du régime canadien, c'est que le Canada avait déjà légalisé l'usage médical du cannabis bien longtemps avant, puisque ça date de 2001. Et donc, il y avait déjà une possibilité d'acheter en ligne du cannabis légalement pour ceux qui avaient une carte de patient qui était reconnue comme des usagers médicaux de cannabis. Donc, la vente en ligne était déjà pratiquée au Canada pour du cannabis, certes à usage médical, mais avec la légalisation de l'usage récréatif. C'est un modèle qui a pu être étendu. Troisième type de modèle, encore assez différent, celui de l'Uruguay. Alors là, on est dans un modèle étatiste, c'est-à-dire qu'il y a un monopole public sur la plupart des activités qui sont liées au cannabis, que ce soit la production ou la vente. Alors, il y a 3 modalités d'approvisionnement qui sont autorisées en Uruguay. D'abord, en pharmacie. C'est possible, dans une pharmacie agréée, de pouvoir acheter un maximum de 10 grammes de cannabis par semaine. On peut également cultiver à domicile, donc là encore avec un seuil qui est défini par la loi, qui est de 6 plants par personne, sachant qu'on on peut pas avoir un volume de récolte qui dépasse 480 grammes par an, donc c'est pas non plus un volume énorme. Et puis la troisième modalité d'approvisionnement qui est autorisée en Uruguay, c'est le fait d'adhérer à un Cannabis Social Club, qui est une sorte d'AMAP, pour aller très vite, une coopérative de production où, en payant des droits d'adhésion, on a une carte de membre et on peut s'approvisionner en cannabis qui a été produit dans ce cadre-là strictement. Alors, vous voyez que là aussi, il y a des restrictions et des limitations qui sont assez fortes, puisque les Cannabis Social Club ne peuvent pas excéder 45 membres et qu'aucun Cannabis Social Club ne peut produire plus de 100 plants. Donc, on voit que c'est là encore un volume de production qui est assez limité. L'autre prérequis pour accéder légalement au cannabis en Uruguay, c'est de s'inscrire sur un registre d'adhérents, un registre d'État. Et dans un pays qui a un passé de dictature militaire, c'est une condition qui est assez mal passée et qui explique qu'en Uruguay, le marché noir reste encore assez présent, puisqu'il y a tout un ensemble de consommateurs de cannabis qui n'ont pas du tout envie de voir leur nom enregistré dans un registre d'État. Pour ce qui concerne la production, elle est très strictement encadrée par l'État. Alors au début, l'idée, c'était vraiment de réserver la production à des entreprises nationales, mais elles ont été un peu prises en défaut de capacité de production, et donc la capacité de production a été ouverte à des entreprises internationales. Mais dans tous les cas, le volume de production, il est plafonné en Uruguay à 10 tonnes par an, avec l'idée vraiment de ne pas avoir un modèle qui soit trop business-friendly et qui encourage la consommation. Voilà. Et puis, dernier point, la régulation du marché, mais j'y reviendrai tout à l'heure, elle est assurée par une agence de régulation qui a été créée spécialement pour encadrer le marché du cannabis en Uruguay. Alors, on passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, on revient en Europe. Et donc, vous voyez que les 3 pays dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont mis en place un modèle de légalisation à l'européenne, c'est d'abord Malte, qui autorise l'usage privé, l'autoculture et les Cannabis Social Club. Donc, vous voyez qu'il y a 11 licences, 11 Cannabis Social Club qui sont aujourd'hui agréés à Malte, et que sinon, les usagers peuvent cultiver à domicile et s'approvisionner chez eux ou partager leur récolte au sein du foyer. Au Luxembourg, les Cannabis Social Club ne sont pas autorisés. En revanche, on peut cultiver à domicile et on ne risque pas de poursuite pénale si on a du cannabis sur soi jusqu'à 3 grammes. Donc vous voyez que 3 grammes, c'est quand même moitié moins qu'à Malte. Donc c'est un des régimes les plus restrictifs aujourd'hui dans tous les modèles de légalisation du cannabis. Celui du Luxembourg, c'est vraiment un des plus restrictifs.
Et puis, troisième modèle, le plus récent en Europe, c'est celui de l'Allemagne, avec un seuil de détention qui est un peu plus élevé, qui peut aller jusqu'à 25 grammes, une culture à domicile limitée à 3 plants et la possibilité d'acheter auprès d'un cannabis social club. Donc là, vous voyez, il y a 14 licences, c'est le dernier chiffre qui date d'octobre. Il y a 14 licences qui ont été accordées, mais ça ne concerne pas tous les landers en Allemagne, ce qui veut dire que l'accessibilité n'est pas identique selon le land dans lequel on réside en Allemagne aujourd'hui. Dernier type de légalisation à l'européenne. Donc là, on est sur des expérimentations locales, c'est-à-dire qu'elles sont à durée limitée. Elles font l'objet de conditions très strictes, c'est le deuxième critère. Et le troisième, c'est qu'elles vont être évaluées très strictement avant de décider éventuellement d'une généralisation de ces modèles. Alors aux Pays-Bas, alors vous savez que le modèle des Pays-Bas, qui est un des plus connus, il repose sur la présence de coffee shops dans le pays. C'est une loi des années 70 qui a mis en place les coffee shops, avec l'idée de séparer les consommateurs de drogues dites douces. C'est un terme de la législation néerlandaise qui n'a pas de fondement scientifique, mais qui existe dans le langage courant. Donc, l'idée de cette législation, c'était séparer les usagers de drogue dure des usagers de drogue douce, et donc de créer des coffee shops pour que les consommateurs de cannabis ne se retrouvent pas sur le marché noir avec des consommateurs d'héroïne et ne soient pas en prise à l'insécurité qui va de pair avec le fait de fréquenter le marché noir. Donc, ces coffee shops, ils ont été créés dans les années 70. Le seul souci, c'est que le cannabis qu'on achète en coffee shop, il n'est pas du tout légalement produit. Donc finalement, il y avait l'avantage de la légalisation qui peut être de contrôler le produit. On ne l'a pas du tout avec les coffee shops, puisque ça peut être du cannabis frelaté, ça peut être du cannabis coupé avec des excréments animaux, avec des microbilles de verre, tous les produits de coupe qu'on trouve sur les marchés européens. Et donc, il n'y avait aucune garantie, entre guillemets, de qualité du produit dans les coffee shops. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement des Pays-Bas a mis en place une expérimentation de chaîne de production légale fermée dans une dizaine de municipalités que vous voyez sur la carte, qui donc sont autorisées à produire du cannabis légalement pour approvisionner les coffee shops de leur ressort. Donc cette expérimentation, elle est en cours pour encore quelques années et l'évaluation permettra de dire si c'est efficace ou pas, si les consommateurs sont satisfaits, si les risques sanitaires liés au cannabis consommé sur le marché noir sont diminués avec cette chaîne d'approvisionnement légale ou pas. Ensuite, en Suisse, il y a également des essais pilotes. Il y a 6 essais pilotes aujourd'hui en cours que vous voyez sur la petite carte qui concernent un certain nombre de cantons et qui prennent des formes assez variées, c'est-à-dire que ça peut être de l'achat de cannabis en pharmacie, ça peut être de l'achat dans des boutiques privées, ça peut être aussi des opérateurs publics. Donc il y a différents modèles là qui vont permettre un peu d'affiner les choses, qui correspondent aussi à la culture locale dans chacun des cantons. Et tous ces modèles sont systématiquement évalués. Donc on en saura un petit peu plus sur le profil des usagers qui ont recours à ce cannabis produit pour les essais pilotes et des données aussi sanitaires sur les suites de cette consommation. Donc là aussi, expérimentation en cours avec des résultats à venir dans les toutes prochaines années. Alors j'en viens maintenant aux modèles de régulation qui sont mis en place aujourd'hui en rappelant quand même qu'il y a eu dans toutes ces réformes de légalisation quelques points de convergence, mais aussi des différences assez fortes. D'abord, le tronc commun qu'on trouve derrière toute réforme de légalisation, c'est l'idée de neutraliser le marché noir, couper l'herbe sous le pied des trafiquants, pour faire un mauvais jeu de mots, et affaiblir les réseaux de criminalité. Ça, c'est vraiment le premier objectif qu'on retrouve absolument partout. Le deuxième, c'est de protéger les mineurs, c'est-à-dire que partout où le cannabis a été légalisé, c'est uniquement pour les adultes, jamais pour les mineurs, et avec l'idée que le fait d'acheter du cannabis légalement pourra aussi aller de pair avec un accès à des messages de prévention, d'information sanitaire, pour réduire les niveaux de consommation de cannabis et consommer de manière
plus sécure, comme disent les Québécois. Et puis le troisième point de convergence des initiatives de légalisation, c'est l'idée de mieux contrôler les produits, de pouvoir garantir aux consommateurs ce qu'ils consomment exactement, quelle est la composition des produits, quelle est la concentration en principes actifs, en THC notamment, et quels ont été les processus de production et de transformation. Finalement, on peut faire le parallèle avec les circuits courts alimentaires qui sont en vogue depuis une bonne dizaine d'années. Il y a l'idée de savoir ce qu'on consomme et l'idée des droits du consommateur. Donc ça, on le retrouve aussi pour un produit comme le cannabis. Il y a également des différences majeures entre les réformes de légalisation. D'abord, dans tous les États américains qui ont légalisé le cannabis, il y avait l'idée de reprendre la main sur le marché du cannabis médical, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, tous avaient légalisé l'usage médical de cannabis, mais sans mettre en place un système de production réglementé. Et finalement, c'est un marché qui est devenu assez vite hors de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a eu un marché gris du cannabis qui s'est développé avec des dispensaires qui n'étaient pas vraiment des dispensaires, qui fournissaient du cannabis soi-disant à usage médical, mais avec une partie de la clientèle qui était clairement des usagers récréatifs et qui pouvaient tout à fait détourner une prescription, une ordonnance pour accéder à du cannabis médical. Donc ce marché est devenu hors de contrôle et légaliser le cannabis tout court, c'était une manière aussi de mieux contrôler le marché du cannabis dit médical. Deuxième différence, dans les ambitions de la légalisation, qui était très présente aux États-Unis, l'idée de résorber les disparités raciales dans les interpellations, puisque les personnes qui étaient interpellées pour une infraction à la législation sur les stupéfiants étaient beaucoup plus souvent issues des minorités socio-raciales. Et donc, il y avait l'idée qu'en légalisant, on mettrait fin à ce problème de justice sociale et de sur-risque d'être interpellé quand on est afro-américain, par exemple. Troisième différence, les espoirs qui étaient investis dans les recettes fiscales et les retombées économiques de la légalisation. C'est-à-dire, clairement aux États-Unis, c'était la promesse de croissance et de développement économique qui était surtout perçue derrière la légalisation. C'était aussi le cas au Canada, mais dans une moindre mesure. Mais aux États-Unis, c'était clairement des attendus de la légalisation, de réduire le déficit public grâce aux recettes fiscales offertes par la légalisation du cannabis. Quatrième différence dans les motivations de réforme, le fait de renforcer l'accès à la prévention et à la prise en charge sanitaire des consommateurs. Donc ça, c'était vraiment un des slogans très présents dans les initiatives de légalisation du Canada et de l'Uruguay. Au Canada, l'objectif, c'était d'autoriser sans promouvoir, avec vraiment l'idée d'avoir des budgets de prévention qui soient augmentés du fait des recettes fiscales induites par la légalisation. Et puis, quatrième objectif de réforme qui différencie un peu les différents États, l'idée que légaliser le cannabis permet de lutter contre l'expansion d'autres produits considérés comme plus dangereux, dans une logique de substitution en quelque sorte. Alors, en Uruguay, c'était la pâte de cocaïne et ce qu'on appelle le prensado, qui est du cannabis importé du Paraguay, très souvent coupé, considéré comme de très mauvaise qualité avec des risques sanitaires importants. Et donc, ce cannabis pressé de très mauvaise qualité en provenance du Paraguay, l'idée, c'était de lui couper les pattes en quelque sorte et de le remplacer par du cannabis légalement produit qui présente beaucoup moins de risques sanitaires. Au Canada, avec la crise des opioïdes et la consommation d'alcool en augmentation, il y avait l'idée que la légalisation du cannabis pourrait peut-être permettre d'infléchir les niveaux de consommation d'opioïdes. Voilà. Donc on voit que la palette des motivations de réforme est assez différenciée d'un État à l'autre et que finalement la pondération qui a été donnée à chacun de ces objectifs a été assez différente suivant les juridictions. Alors de quoi on parle quand on parle de régulation du cannabis? En gros, réguler le cannabis, ça veut dire quatre choses. C'est intervenir d'abord sur
sur l'accès au marché, c'est-à-dire habiliter des opérateurs économiques à produire ou à vendre du cannabis et à avoir un encadrement de cette filière de production et de vente du cannabis. Donc il y a des restrictions d'exercice qui vont de pair avec cette régulation. Par exemple, les opérateurs économiques doivent démontrer qu'ils ont la nationalité uruguayenne en Uruguay ou américaine aux États-Unis. Il y a ensuite des restrictions qui portent sur le modèle économique, c'est-à-dire que dans l'État de Washington, par exemple, aux États-Unis, il y a l'idée d'interdire ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire qu'un opérateur économique ne peut pas à la fois produire, transformer des produits à base de cannabis et les vendre. Il faut qu'ils choisissent entre ces différents segments du marché pour éviter des effets de concentration industrielle. Et surtout, pour permettre un développement économique plus équilibré avec une pluralité d'acteurs qui trouvent leur compte dans la légalisation du cannabis. Il y a ensuite des restrictions d'exercice sur la vente en ligne, évidemment, sur la publicité, sur le marketing. Donc voilà, réguler, c'est vraiment encadrer un marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, du côté des consommateurs, cette fois, c'est l'idée d'autoriser certaines choses, mais pas d'autres. Donc la légalisation, c'est pas tout autorisé. Et d'avoir un périmètre de régulation qui s'avère très variable suivant les juridictions, c'est-à-dire que l'âge auquel on peut accéder légalement à du cannabis n'est pas le même suivant les États. Ça va en gros de 18 ans à 21 ans, selon les juridictions. La quantité maximum autorisée à l'achat est aussi assez différenciée, suivant les juridictions. Les modalités d'accès au cannabis légal, je vous le montrais tout à l'heure avec l'Uruguay qui a 3 filières d'approvisionnement, alors que d'autres États ont une offre qui est beaucoup plus limitée, avec des boutiques par exemple uniquement. Et puis, les conditions d'autorisation de la consommation sur la voie publique, exactement comme il est interdit de fumer du tabac dans certaines zones en France, on n'a pas le droit de consommer du cannabis partout. Par exemple, au Québec, on n'a pas le droit d'en consommer ni sur la voie publique, ni aux abords des établissements scolaires, ni sur une plage, ni dans un parc. Donc finalement, il y a eu d'ailleurs des plaisanteries au Québec après la légalisation qui suggérait que depuis la légalisation, finalement, rien n'a changé puisqu'on peut consommer nulle part. On peut acheter légalement, mais on peut consommer nulle part. Même les locataires de leur logement ne peuvent pas consommer parfois dans leur propre logement si le bail interdit de consommer du cannabis. Donc on voit qu'il y a une sorte de paradoxe entre la possibilité d'accès légal à de l'achat de cannabis et la possibilité de consommer. Le troisième trait important dans les modèles de régulation, c'est de savoir qui régule. Est-ce que c'est des acteurs économiques privés, autrement dit un modèle business friendly? Est-ce que c'est un modèle public qui est en général plus protecteur? On le voit au Québec, par exemple, ou un modèle hybride avec à la fois des opérateurs privés, des opérateurs publics. Donc, suivant le choix de ce modèle, on va voir tout à l'heure qu'on n'a pas du tout les mêmes effets en termes de consommation, en termes de diversité de l'offre qu'on trouve sur le marché, et aussi en termes de place de la santé publique, puisque certains États, par exemple, ont des autorités de régulation où il n'y a aucun acteur sanitaire, c'est-à-dire que la santé publique n'a pas son mot à dire sur la manière de réguler le cannabis, alors que d'autres États ont prévu des mécanismes avec des administrations de santé qui ont beaucoup plus de prérogatives sur les contours de la régulation du cannabis. Et puis, le quatrième trait des initiatives de régulation, c'est tout ce qui concerne la taxation, qui est un vrai instrument de politique publique qui permet soit d'encourager la consommation, soit de la dissuader, en tout cas de l'encadrer. Et vous voyez que de ce point de vue-là, ça va être dans la diapo d'après, voilà, vous voyez que les régimes de régulation, pour prendre juste le cas des États-Unis, sont extrêmement diversifiés d'un État à l'autre. En gros, il y a les États qui taxent en proportion du prix du cannabis, ceux qui taxent en proportion du poids acheté. Donc là, c'est clairement pour éviter que les gens achètent de gros volumes de consommation et consomment beaucoup. Il y a ensuite les régimes de taxation qui sont basés sur la puissance du produit.
En gros, plus le taux de THC est important, plus les taxes vont être élevées. Et puis, tout ça est coiffé par des taxes sur les ventes, qui sont l'équivalent de la TVA, en fait, et qui s'ajoutent à toutes ces taxes spécifiques sur le cannabis. Et puis, l'autre strate de complexité, c'est qu'il y a à la fois des taxes d'État et des taxes locales qui s'appliquent, ce qui fait que, vous le voyez ici, entre l'État de Washington, par exemple, qui est l'État américain qui taxe le plus le cannabis aujourd'hui, et l'État de l'Oregon, on a une différence qui va de 1 à 2. En ajoutant les taxes d'État, les taxes locales, on s'aperçoit que ça va de 20 à 45% de taux de taxation suivant les États. Alors, les répertoires de la régulation, bon, c'est un petit peu une redite par rapport à la diapo d'avant, mais voilà, c'est une manière d'avoir sous une forme synthétique les restrictions qui s'appliquent aux consommateurs, d'une part, sur les critères d'âge, les conditions de résidence, les quantités qu'on peut acheter ou pas, les modes d'accès et les lieux de consommation, et les restrictions qui s'appliquent aux opérateurs du marché, qui concernent leurs conditions d'exercice, la manière dont ils peuvent présenter les produits, que ce soit en termes de packaging, de conditionnement, de publicité ou de marketing, les informations aussi sur les produits qui sont tenus d'afficher en termes de composition, en THC, d'additifs, etc. Les avertissements sanitaires, et puis une obligation qui est assez mal vécue par les opérateurs économiques là-bas, c'est tout ce qui relève de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire devoir faire des tests en laboratoire, garantir la traçabilité des produits et être le plus précis possible sur la composition des produits qui sont mis sur le marché. Alors pour ça, notamment au Canada, il y a des inspections et des contrôles qui sont assez fréquents pour des inspections surprises, par exemple, dans une entreprise de production de cannabis pour voir si les conditions de sécurité sont bien respectées, s'il y a bien des caméras partout pour éviter les détournements de produits vers le marché noir. Et donc tout ça est très, très strictement contrôlé. Alors, pour vous donner un petit aperçu en image de ce à quoi ressemble l'offre légale aujourd'hui aux États-Unis, au Canada et en Uruguay, vous voyez qu'aux États-Unis, on a une offre protéiforme avec toutes sortes de formes de cannabis qui se fument, qui s'ingèrent. Donc là, c'est les edibles, qui sont les formes alimentaires de cannabis. En général, c'est des bonbons, des confiseries, des petits gâteaux. Les bonbons gélifiés, les gummies qui sont infusés au THC. Il y a ensuite les concentrés, donc ça c'est la forme de cannabis qui inspire le plus d'inquiétude aux acteurs de santé publique, puisque ces concentrés que vous voyez ici, donc c'est toutes sortes de choses, ça n'est plus du tout ni vert, ni... Enfin, en tout cas, quand on les voit comme ça et qu'on ne connaît pas grand-chose au secteur du cannabis, on ne peut pas penser que c'est en rapport avec la plante de cannabis. Vous voyez que c'est des formes solides, plus ou moins solides d'ailleurs. Certaines s'effritent un petit peu et s'émiettent dans une cigarette, par exemple. Mais c'est des formes chimiques de cannabis qui ont été durcies et qui peuvent se consommer avec des dabs dont je parlais tout à l'heure ou des vaporisateurs, mais qui souvent ont un taux de principe actif qui est extrêmement élevé, qui peut aller jusqu'à 80-90% de THC. Donc des risques d'intoxication qui sont aggravés et surtout des effets sanitaires à long terme dont on ne connaît pas grand-chose pour le moment. Donc un marché finalement assez débridé aux États-Unis, pour résumer, qui contraste avec les boutiques de cannabis qu'on peut voir au Canada. Donc là, vous avez l'exemple du Québec, avec des produits, vous voyez, beaucoup moins sexy. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de marketing. Ça ressemble un peu au paquet neutre de cigarettes qu'on peut avoir en France. Vous voyez que la taille des joints est strictement identique d'un joint à l'autre et que surtout le paquet ne laisse pas du tout penser qu'il y a du cannabis à l'intérieur, puisque cette boîte est normalement à l'intérieur de ce paquet. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir que c'est du cannabis, si ce n'est qu'il y a une feuille avec du THC. Ça, c'est pour limiter l'exposition des mineurs
à ce cannabis légal. Et puis, dernière forme de cannabis mise en vente en Uruguay. Vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le règne du sexy, puisque c'est des petits sachets qui ressemblent plus à des médicaments qu'à du cannabis. Euh, euh, voilà, qui sont vendus en pharmacie et qui n'ont rien de particulièrement attractif. Alors, je reviens sur les concentrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui se retrouvent sur le marché américain assez strictement pour le moment, même si dans certaines provinces canadiennes, ça commence à arriver. En gros, de bas en haut sur cette diapo, c'est les produits qui sont apparus dans les premières années suivant la légalisation, jusqu'aux produits les plus récents en haut de la diapo. Donc, vous voyez que ceux qui sont à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le caviar du cannabis, donc de la résine vivante, qui est obtenue avec une méthode d'extraction chimique qui passe par une phase de congélation, de manière à obtenir des produits qui sont très concentrés en THC. Ça va jusqu'à 85% de THC. Donc vous voyez que voilà, par rapport au taux de THC, c'est allé croissant depuis les premières formes qui ont été mises sur le marché jusqu'aux formes qu'on trouve aujourd'hui. Et puis, c'est allé de pair avec de nouvelles façons de consommer. Donc vous avez les fameux dab rigs dont je vous parlais tout à l'heure, dont certains ont été customisés par des artistes célèbres, les wax pens, les vaporisateurs portables. Donc là, vous avez le dernier modèle Pax qui coûte 200 $ avec une température réglable par Bluetooth. Et avec cet accessoire-là, vous pouvez consommer du cannabis sous toutes les formes. Ça peut être de l'herbe, ça peut être de la résine, ça peut être aussi des concentrés. Et puis, évidemment, dans les arguments marketing, il y a le fait que ce soit discret et qu'on ne risque pas de se faire remarquer, qu'on peut consommer ça même au bureau, éventuellement. Bref, que c'est un accessoire léger, design et relativement discret. Alors, en termes d'avertissement sanitaire, là aussi, il y a des disparités assez fortes suivant les juridictions. Aux États-Unis, les avertissements sanitaires sont propres à chaque État. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune uniformisation si ce n'est qu'on retrouve souvent un triangle, mais bon, et une feuille de cannabis. Mais sinon, voilà, il n'y a pas du tout d'affichage standardisé à l'échelle de l'ensemble des États-Unis. Alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus standardisé avec 9 types d'informations qui doivent figurer sur tout produit de cannabis légalement vendu. Ça va du timbre qui signale où le cannabis a été produit, dans quelle province, jusqu'à la composition avec le taux de THC, le taux d'autres cannabinoïdes, les avertissements sanitaires en jaune et toute une série d'informations sur les additifs, par exemple. En Uruguay, c'est des formes, dans la diapo tout à l'heure, vous avez pu voir la face des produits qui sont vendus en pharmacie. De l'autre côté, il y a quand même un principe de transparence pour voir quand même que c'est du cannabis, là aussi, avec des informations qui sont assez précises sur le contenu. Et puis, donc en Uruguay, pour finir, en gros, il y a 4 gammes de produits de cannabis qui ont été mis sur le marché. Au départ, l'idée, c'était vraiment d'avoir un taux de THC le plus bas possible. Donc, ça a commencé à 2%. Puis, les gammes qui ont été développées ensuite sont allées jusqu'à 9%, parce que le marché noir restait très présent en Uruguay. Il y avait l'idée que des consommateurs réguliers de cannabis qui ont l'habitude d'avoir des effets d'ivresse ne trouveraient pas forcément leur compte avec du cannabis à 2% de THC. Donc, il y a une nouvelle gamme développée à 9%. Ensuite, une troisième gamme avec 15% de THC. Et là, depuis 2 mois, une nouvelle gamme qui s'appelle Epsilon qui va jusqu'à 20% de THC. Mais quoi qu'il en soit, même si il y a une augmentation du taux de principe actif dans le cannabis qui est mis en vente en Uruguay, on voit qu'on n'atteint pas du tout les niveaux des marchés nord-américains, 80-90% de THC. Pour terminer, une dernière série de slides sur les résultats et le bilan de cette légalisation. Alors, le premier élément de bilan qui distingue les modèles les uns des autres, c'est les effets strictement économiques. C'est-à-dire que dans le rythme de développement du marché légal du cannabis aux États-Unis et en Uruguay, par exemple,
on a eu une temporalité très différente puisque ça allait très vite aux États-Unis. En quelques années, il y a eu une structuration d'une filière industrielle du cannabis avec des acteurs professionnels, des logiques financières qui se sont mises en place extrêmement rapidement. À l'inverse de l'Uruguay, où c'est une offre hyper contrôlée qui reste en quelque sorte assez artisanale. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment une grosse différence entre les différents modèles. L'explosion du cannabis business aux États-Unis qui contraste avec un modèle beaucoup plus timide de déploiement de l'offre en Uruguay. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est vraiment une logique d'industrialisation de la filière du cannabis en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, avec un marché qui s'est structuré rapidement, des segments de marché qui se sont développés, des marchés de niche. Par exemple, en Californie, il y a vraiment du cannabis pour tous les segments de consommateurs, du cannabis qui, en termes de marketing, très clairement cible plutôt des jeunes, du cannabis qui cible plutôt les femmes, du cannabis qui cible plutôt les seniors, et donc des marchés de niche aussi, comme le cannabis de luxe, par exemple, qui est présenté comme du cannabis gourmet, produit en circuit court, avec des variétés extrêmement rares, des qualités aromatiques très particulières. Donc finalement, on retrouve un peu la même logique de structuration que dans le secteur de la viticulture, en France, par exemple, avec des marchés pour tous les niveaux de vie et à la fois les classes populaires, les classes moyennes et les classes plus aisées. Ce qui est frappant aussi dans la manière dont s'est déployé le marché légal du cannabis, c'est toute l'économie indirecte qui a été associée. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'immobilier spécifique aux acteurs du cannabis, par exemple, un marché du tourisme qui exploite, cette idée d'hôtel réservé à des consommateurs de cannabis, par exemple, avec des services très spécifiques. On va pouvoir acheter au sein même de l'hôtel différentes variétés de cannabis dans les stations de ski du Colorado, par exemple. Euh, le marché aussi de ce qu'on appelle les weed weddings, c'est-à-dire des buffets de mariage consacrés à des produits alimentaires à base de cannabis. Donc il y a toute une économie indirecte qui s'est structurée et évidemment le secteur de la sécurité privée qui a largement trouvé son compte dans la légalisation du cannabis puisque compte tenu du fait que ça reste interdit au niveau fédéral, il faut des caméras partout, c'est une obligation légale. Et donc, le secteur de la sécurité privée s'est pas mal enrichi avec, avec la légalisation du cannabis. Alors, les marchés, ils ont été en croissance très rapide dans quasiment tous les États, plus ou moins dans certains États. Donc, vous voyez, là vous avez le premier semestre 2024 dans une dizaine d'États américains en termes de vente de cannabis récréatif. Donc, vous voyez qu'on est à 2 milliards de ventes sur un seul semestre en Californie, contre 1,6 milliard dans le Michigan. Donc, c'est vraiment les deux États les plus prospères du point de vue du chiffre d'affaires du marché légal du cannabis. À l'échelle d'une année, le Michigan, par exemple, c'est le marché du cannabis légal, c'est devenu un marché à 10 milliards de dollars par an. Donc, vous voyez que les promesses économiques ont été largement tenues. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu le rythme de développement qui est assez différencié quand même d'une province à l'autre, d'un État à l'autre, pardon. Le Colorado, qui a été le premier à ouvrir un marché légal aux États-Unis tout début 2014, vous voyez que la progression a été assez rapide et continue, puisqu'on était à 1,4 milliard de dollars dans la 6e année après la légalisation du cannabis au Colorado. Ce qui est le chiffre qu'on retrouve dans l'État de Washington après seulement 3 ans, à peu près. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu les temporalités de déploiement de ces marchés légaux suivant les modèles de régulation qui sont mis en place. L'Oregon, ça a été un marché un peu plus confiné, mais si on regarde les tout derniers chiffres, maintenant, il est à peu près à ce niveau-là aussi. Donc, dans tous les cas, ça a été des marchés très expansionnistes, en tout cas à l'échelle des États-Unis. Alors évidemment, on suivit les recettes fiscales.
Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est en Californie que les rentrées fiscales induites par la légalisation du cannabis sont les plus importantes, puisque dès la deuxième année complète d'application de la régulation du cannabis, on en était à près de 630 millions de dollars de recettes fiscales du fait de la légalisation, ce qui est quand même moitié plus que ce qu'on avait au Colorado ou dans l'État de Washington après 6 ans. Donc on voit que c'est allé extrêmement vite. Et puis l'autre effet de la légalisation qu'on retrouve partout aux États-Unis, mais aussi au Canada, ça c'est clairement un effet qu'on retrouve partout, c'est une baisse générale des prix du cannabis. À la fois les prix du cannabis sur le marché légal, mais aussi sur le marché illicite, puisque le marché légal pousse le marché illégal à s'adapter et donc à baisser les prix pour garder, enfin pour rester compétitif par rapport au marché légal. Donc clairement, un des effets économiques et de santé publique aussi de la légalisation, c'est une baisse générale des prix du cannabis. Ça, on peut le dire de manière assez certaine. Alors, du point de vue de la santé publique, évidemment, c'est la question qu'on pose toujours. Est-ce que la consommation a augmenté chez les mineurs après la légalisation? Alors, vous avez ici euh, l'exemple des 2 premiers États américains qui ont légalisé, Colorado et État de Washington, et la moyenne fédérale sur une dizaine d'années avant et après la légalisation. Donc, la légalisation dans ces 2 États, dans ces 2 États, elle est intervenue en 2014, donc c'est le trait que vous avez là. Et donc, vous voyez qu'avant la légalisation, à l'échelle des États-Unis tout entier, on avait une tendance qui était plutôt à la baisse de la consommation chez les mineurs. En revanche, au Colorado et dans l'État de Washington, on était à des niveaux de consommation chez les mineurs beaucoup plus élevés que la moyenne fédérale. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces États ont légalisé, puisque vous voyez que juste avant la légalisation, c'était des niveaux qui étaient même en hausse dans ces 2 États, à rebours de la tendance fédérale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la légalisation? Une baisse, un effondrement même dans les premières années qui ont suivi la réforme, à la fois au Colorado et dans l'État de Washington, et ensuite un regain, mais pour revenir à une baisse dans les années suivantes. Donc en gros, si on regarde sur les 5-6 ans qui ont suivi la légalisation, sur cette période-là, vous voyez qu'on est à des niveaux qui sont en baisse ou en cours de stabilisation sur une tendance un peu longue. Donc en gros, ce qu'on peut conclure, c'est que chez les mineurs, la consommation n'a pas du tout augmenté depuis la légalisation, elle a même plutôt baissé. Alors là, j'ai pris l'exemple de 2 États, il y a des États où c'est un peu moins net, mais les États qui ont légalisé le cannabis aux États-Unis n'ont pas vu une augmentation de la consommation des mineurs. En revanche, chez les adultes, vous voyez que là, la tendance est tout à fait différente, puisque à la fois la moyenne fédérale en pointillé, mais aussi les niveaux de consommation dans les différents États ont beaucoup augmenté depuis la légalisation. Donc, en gros, c'est la légalisation au Colorado et dans l'État de Washington, elle s'est passée à ce moment-là. Et vous voyez que depuis, au Colorado, la courbe jaune a augmenté. Dans l'État de Washington, cette courbe-là a augmenté également, et pas qu'un peu, puisqu'il y a 10 points de plus avant la légalisation et aujourd'hui. Donc là, on est sur les majeurs de plus de 25 ans. Et ce résultat-là, on le retrouve dans tous les États qui ont légalisé le cannabis. Clairement, la légalisation telle qu'elle a été faite aux États-Unis est allée de pair avec une augmentation de la consommation chez les adultes, en particulier au-delà de 25 ans. Alors, en termes de forme de consommation, là aussi, c'est intéressant de voir, en comparant l'Oregon et l'État de Washington, ce que ça donne après 2 ans en termes de forme de consommation. Donc, vous voyez que la part des extraits des concentrés, donc les produits qui peuvent aller jusqu'à 80-90% de THC, qui est en bleu clair sur cette diapo, vous voyez que dans l'Oregon, après 2 ans, c'est quasiment un tiers des ventes de cannabis dans cet État. On a à peu près la même chose dans l'État de Washington. Autrement dit, ce qui s'est beaucoup modifié depuis la légalisation, c'est la structure
et le type de cannabis qui est consommé avec des formes de plus en plus concentrées en THC. C'est une tendance générale, ça ne veut pas dire que tous les consommateurs de cannabis consomment systématiquement des produits très fortement dosés en THC, mais en tout cas, il y a un segment de consommateurs qui clairement est dans une logique d'ivresse et avec des effets en termes d'intoxication qu'on risque de voir à moyen ou long terme. Alors au Canada, dans les 4 provinces, alors j'ai pris les plus grosses provinces du Canada où on peut voir un peu des évolutions. Vous voyez déjà que depuis la légalisation en 2018, le Québec, qui était déjà au niveau le plus bas de tout le Canada en termes de consommation de cannabis dans l'année, est resté à un niveau finalement assez peu différent, de 16 à 18%. Ce n'est pas une énorme différence. Donc le Québec, avec son modèle public très protecteur, a réussi à endiguer une augmentation de la consommation dans l'ensemble de la population avec la légalisation telle qu'il l'a pratiquée. Ce n'est pas tout à fait le cas de toutes les provinces. Vous voyez qu'en Colombie-Britannique, par exemple, c'est la courbe en orange, on est passé de 26% à 31% de consommateurs dans la dernière année. Donc là, ça concerne à la fois des mineurs et des adultes, c'est 16 ans et plus. Mais on voit que la tendance est quand même plutôt à la hausse et ça contraste assez fortement avec le Québec. Quand on regarde des consommations encore plus fréquentes, c'est-à-dire le fait d'avoir consommé du cannabis au moins une fois dans le dernier mois, on voit à peu près la même évolution, augmentation en Colombie-Britannique et relative stabilité au Québec. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Selon le modèle de régulation qui est pratiqué, les effets sur la consommation sont assez différents. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est le rythme d'évolution selon la classe d'âge. Donc l'information principale, c'est que les 25 ans et plus et les plus jeunes, c'est-à-dire les 16-19 ans en jaune sur la courbe, sont ceux qui ont vu leur consommation augmenter le plus. Vous voyez qu'on est autour de plus 20% en 5 ans. Voilà. En revanche, les jeunes adultes, les 20-24 ans, n'ont pas tellement modifié leurs habitudes de consommation en termes de fréquence. L'autre aspect intéressant, c'est ce truc en 2 phases, c'est-à-dire qu'on voit bien que le premier effet de la légalisation, dans les toutes premières années, c'est plutôt une hausse. Il y a une espèce d'effet de découverte comme ça, sans doute plus de gens qui consomment pour essayer, pour voir ce que ça donne, qui testent. Et puis ensuite, une phase de stabilisation dans les 3 années suivantes. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir ce mouvement en 2 temps à l'échelle du Canada. Alors, tout comme aux États-Unis, dans les préférences de consommation, il y a des différences, enfin des évolutions importantes. Là aussi, vous voyez que les produits comestibles ont connu une certaine vogue depuis la légalisation. C'est-à-dire, dès l'ouverture du marché, on était à peu près 40% des ventes de cannabis légales qui étaient centrées sur des produits comestibles. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60%. Et puis, de la même manière, les produits concentrés, alors qui sont totalement interdits au Québec, par exemple, mais qui sont autorisés dans certaines provinces, ont vu aussi leur part augmenter avec la légalisation, puisque avant, il n'y en avait quasiment pas sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que le cannabis qui se fume, en gros l'herbe qu'on met dans les joints, elle a clairement décliné, puisque c'était 80% des ventes à l'ouverture d'un marché légal. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 60%. Voilà. Donc on voit que les préférences de consommation se diversifient. C'est de plus en plus équilibré finalement, alors que c'était clairement en faveur des formes séchées de cannabis, 80% des ventes en 2018. Aujourd'hui, il y a une gamme de produits de consommation qui est beaucoup plus élargie. Et les différents points, là, vous voyez, sont un touche-touche pour certains, avec voilà, des préférences de consommation qui se diversifient. En revanche, du point de vue des effets sur le marché noir, on voit que les achats légaux, qui sont en bleu ici, ont augmenté assez rapidement, de manière très régulière. En 2019, dans l'année qui a suivi la légalisation, il y avait 40% des consommateurs qui achetaient sur le marché légal. Donc, en gros, 60% qui continuaient de s'approvisionner pour tout ou partie sur le marché illicite. Aujourd'hui, on a plus de 70% d'achats sur le marché légal. Donc, clairement,
l'objectif de réduire la place des marchés illicites, il est en bonne voie au Canada. Alors en Uruguay, on a un marché qui est beaucoup plus contrôlé. Alors je ne sais pas pourquoi les détails de la diapo ont disparu. Bon, en gros, là, c'est les achats en pharmacie sur la courbe noire. Vous voyez que c'est ce qui a le plus progressé. En jaune, c'est l'autoculture. Et en vert, c'est les cannabis social club. Donc voilà, c'est clairement l'achat en pharmacie qui domine dans les modes d'approvisionnement légaux en Uruguay. Et en termes d'effet sur la consommation, vous voyez que avant la légalisation, on était dans une dynamique de forte hausse. Et depuis la légalisation, on est toujours dans une dynamique de hausse qui s'est peut-être un peu ralentie, mais qui reste quand même importante. En tout cas, si on parle de l'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir consommé au moins une fois dans sa vie, qui n'est pas forcément un très bon indicateur de consommation, mais plus de diffusion du produit, d'accessibilité en quelque sorte, puisque avoir fait quelque chose une fois dans sa vie, ce n'est pas forcément très révélateur de pratique. Mais si on regarde des fréquences d'usage plus importantes, le fait d'avoir consommé une fois dans l'année, on voit que depuis la légalisation, ça a plutôt augmenté. Et pareil pour l'usage dans le mois, mais avec une augmentation qui est quand même un peu plus modérée que sur la diffusion du cannabis, puisqu'on a aujourd'hui un tiers de 15-65 ans qui ont essayé le cannabis au moins une fois dans leur vie. Chez les mineurs, on a à peu près la même trajectoire. Donc vous voyez que l'Uruguay, c'est peut-être la seule exception aujourd'hui à la règle des reins que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire que la légalisation du cannabis ne va pas de pair avec une augmentation de la consommation de cannabis chez les mineurs. C'est vrai partout, sauf en Uruguay. Vous le voyez ici. Donc l'expérimentation a augmenté d'un peu plus de 5 points. Le fait d'avoir consommé dans l'année a augmenté de 2 points depuis la légalisation, même plus si on prend un point avant. Et l'usage au moins une fois dans le dernier mois est aussi passé à a franchi la barre des 10% depuis la légalisation. Je passe vite là-dessus. Donc, en termes de santé publique et de représentation des risques, un des effets qu'on peut voir lié à la légalisation, c'est le risque d'intoxication aiguë en Amérique du Nord du fait de la circulation de produits hautement concentrés en THC. Ce qu'on voit aussi, c'est une baisse des recours au traitement. Ça, c'est une information intéressante parce que justement, un des paris de la légalisation, c'était de favoriser l'accès aux soins. Donc, on voit qu'aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe pour le moment. Le deuxième point important, c'est les effets de normalisation qui sont liés à la légalisation du cannabis, puisque quand on fait des enquêtes d'opinion sur la perception des risques sanitaires attachés au fait de consommer du cannabis, on s'aperçoit que même chez les plus jeunes, il y a l'idée que c'est relativement anodin et que consommer, finalement, c'est pas si grave. Donc, il y a un abaissement de la perception du risque sanitaire. Et puis, la troisième information intéressante en termes de représentation des risques, c'est que depuis que les premières initiatives de légalisation ont été mises en place aux États-Unis, quand on regarde les sondages d'opinion, on voit qu'une majorité de la population est devenue favorable à la légalisation. C'est-à-dire qu'avant les premières initiatives, on avait l'impression que c'était impossible, que c'était dangereux. Maintenant qu'on voit que finalement ça ne change pas radicalement la face des choses, il y a de plus en plus de convaincus et de personnes favorables à une légalisation aux États-Unis en tout cas. C'est ce que montrent les sondages d'opinion. En termes de sécurité publique et de délinquance, un des effets paradoxaux, ça a été que le nombre d'interpellations liées aux stupéfiants a évidemment diminué avec la légalisation, puisque une partie des infractions de consommation, de détention, n'étaient plus des infractions. En revanche, quand on regarde les personnes qui continuaient d'être interpellées pour trafic, par exemple, on voyait que les disparités socio-raciales s'étaient encore aggravées depuis la légalisation. Donc ça, c'est un effet intéressant et contre-productif qu'on a pu observer sur les marchés nord-américains. Le deuxième point, c'est la résilience du marché noir, qui reste quand même assez présent dans certains États. Par exemple, en Californie, depuis la légalisation, il y a un boom du marché noir qui s'explique par le fait que l'herbe qui est importée du Mexique est beaucoup moins chère que celle qu'on trouve sur le marché légal.
Et il y a eu du coup un surcroît aussi de concurrence et de violence entre les différents réseaux de trafiquants en Californie, avec des homicides qui ont explosé. Et donc, cette résilience du marché noir, elle se joue aussi en relation avec des effets sur la criminalité, les violences associées au trafic. Et la Californie en a un exemple assez parlant. Sur la restructuration des trafics, ça c'est une question qui est souvent posée. Est-ce que les cartels se sont recomposés après la légalisation? Alors ça, c'est particulièrement difficile à explorer avec des enquêtes qualitatives comme celles qu'on peut faire à l'OMDT. Donc, on n'a pas vraiment de résultats concluants là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, une partie des cartels se sont repositionnés sur le marché des opioïdes et ont peut-être lâché l'affaire, si je puis dire, sur le marché du cannabis, puisque le marché légal a beaucoup cru et donc l'offre de cannabis légal est à un niveau qui n'a jamais été aussi élevé. Donc sans doute, ça a des effets en termes de diversification des produits qui sont vendus sur le marché noir. Et puis, dernier point, en termes de sécurité routière, strictement, le bilan, il est assez difficile à tirer en l'état des connaissances scientifiques, puisque il y a vraiment des études qui montrent que depuis la légalisation, il y a eu plus d'accidents de la route avec des conducteurs sous l'effet du cannabis, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de tests et plus de dépistage. Donc, c'est assez difficile de démêler les chevaux des causalités. Il y a d'autres études qui montrent qu'au contraire, il y a une baisse des risques routiers et de l'accidentalité routière depuis la légalisation. Donc, c'est des preuves assez contradictoires. Et voilà, selon les États, selon les types d'études, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Donc, ça, c'est un point qui reste assez controversé et qui se prête à une bataille de chiffres qui n'est pas complètement terminée. Donc, Excusez-moi, Ivana, il va juste falloir conclure rapidement pour avoir le temps pour les questions juste après. ok, je conclue tout de suite. Merci. Donc, sur ces éléments de bilan transversal, d'abord, les points communs, c'est le fait qu'il n'y ait pas de hausse des consommations de cannabis parmi les mineurs après la légalisation, sauf en Uruguay. Le deuxième point commun, c'est la diversification des modes de consommation parmi les adultes. Et ça concerne surtout l'Amérique du Nord, plus que l'Uruguay. Euh, L'autre point de convergence, c'est les intoxications aiguës qu'on a pu constater dans les premiers temps de la légalisation, qui ensuite s'affaissent un petit peu à mesure que les consommateurs font l'objet de campagnes d'éducation sanitaire, de prévention et connaissent mieux les produits qu'ils peuvent trouver sur le marché, sont mieux informés. L'autre point commun, c'est la baisse des prix du cannabis, qui est clairement un effet de la légalisation, et puis le recul progressif du marché noir. Donc ces 5 points, on les retrouve quasiment partout après la légalisation. En revanche, dans les différences, dans certains États, il y a un boom du marché noir. Je prenais l'exemple de la Californie tout à l'heure. On pourrait développer pendant une demi-heure sur la manière dont tout ça s'est restructuré depuis de la légalisation, mais je ne vais pas le faire, je vous rassure. La hausse de la consommation parmi les adultes, c'est aussi une différence, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins marquée selon les juridictions. La représentation des risques aussi, en particulier des risques associés à la consommation de cannabis. Et puis l'effort d'évaluation et de monitoring de la réforme. Dans certaines provinces canadiennes, par exemple, il y a un vrai souci d'évaluer pas à pas les résultats de la légalisation, alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a eu très peu d'initiatives de ce genre. Donc il y a clairement une attention internationale assez poussée sur ce que va donner cette légalisation et donc l'effort de certains États de jouer un peu le rôle de bon élève et de montrer qu'ils font attention, qu'ils font ça avec prudence et avec un vrai souci d'évaluation. Et puis pour terminer, il y a un certain nombre de controverses qui persistent. D'abord, je le disais, les effets sur la sécurité routière, mais aussi les effets sociaux et en particulier en termes d'inégalité socio-raciale. Il y a un point aussi qui émerge beaucoup, c'est les effets environnementaux de la légalisation du cannabis, puisque à la fois en termes de consommation d'eau, d'électricité, d'utilisation de pesticides, la légalisation est allée de pair avec toute une série de nouveaux enjeux en termes de destruction de l'environnement et de développement durable. Et puis, dernier point,
malgré tout, les connaissances sur le cannabis restent à développer, hein, puisque même sur les effets du produit, sur les interactions entre les différents cannabinoïdes, on est loin d'être au clair sur tout. Sur les usages médicaux qui sont avérés ou pas avérés, il y a aussi pas mal de progrès à faire. Et puis, enfin, sur les modèles de régulation plus ou moins protecteurs de la santé publique, il y aurait pas mal d'études à mener pour réfléchir au modèle le plus adapté selon le contexte socio-politique des différents pays qui pourraient envisager de légaliser. Et voilà, je m'arrête là, en m'excusant d'avoir été un petit peu longue. Qui a changé à ce niveau-là. Ah, par contre, on ne s'entend pas sans le micro. Désolée. Merci. Oui, ce qui a changé, c'est la diversification sociale des profils de consommateurs, puisque, comme je le disais au fil de la présentation, il y a une offre de produits à base de cannabis qui s'est diversifiée pour répondre à tous les profils de consommateurs, des plus jeunes aux plus âgés, avec aussi des marchés de niche. Donc il y a vraiment, surtout aux États-Unis, l'idée de trouver d'élargir les clientèles du cannabis avec des produits très, très ciblés. Donc ça, c'est la première chose, diversification sociale. Il y a aussi le fait que les consommateurs, enfin ceux qui étaient consommateurs très occasionnels avant la légalisation ont eu tendance à consommer un peu plus fréquemment aux États-Unis et aussi dans certaines provinces canadiennes, justement attirés par un effet de nouveauté, en se disant, tiens, j'essaierai bien ça pour voir si ça donne des effets plus conformes à ce que je recherche, des formes plus douces, par exemple, de cannabis, moins concentré en THC que ce qui était acheté sur le marché illicite auparavant. Donc voilà, des effets de ce genre. Après, en termes de classe d'âge, c'est intéressant de voir qu'il y a un vrai marché des seniors qui s'est développé et qui a été exploité par les opérateurs économiques avec beaucoup de produits très fortement concentrés en CBD et pas tellement en THC. Et puis un marketing qui est assez différent quand ça vise les seniors. C'est des couleurs beaucoup plus douces, pastel, du bleu clair, alors que les clientèles plus jeunes sont plutôt ciblées par un marketing coloré, avec des références d'icônes pop, de célébrités. Voilà. Donc c'est vrai que le marketing est souvent très adapté aux clientèles qui sont visées et c'est la marque aussi de cette diversité. D'accord. Alors, on a une question qui, qui cible un peu plus, donc toujours sur la consommation. Donc, les différences de stabilisation au Canada suivant les provinces, est-il calculé sur les ventes ou sur enquête auprès des habitants? Si c'est une lecture des ventes, est-ce que ça peut être lié aux interfaces frontalières avec des États des États-Unis où l'accès serait moindre? Alors oui, c'est une question intéressante et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Un des effets de l'interdit fédéral, c'est que deux États qui ont chacun légalisé le cannabis ne peuvent pas faire commerce entre eux de cannabis légalement produit. C'est un peu un paradoxe et c'est un peu ubuesque comme situation, puisque passer la frontière fédérale, ça va de pair avec un risque de poursuite fédérale. Donc ça veut dire que c'est des marchés qui sont confinés, des marchés locaux qui peuvent pas vraiment rayonner au-delà des frontières de l'État. Donc, dans les ventes, a priori, les ventes légales, c'est uniquement aux États-Unis du cannabis qui a été produit à l'échelle de l'État. C'est pas du tout le cas au Canada, puisqu'au Canada, il y a la production qui est gérée au niveau fédéral, contrôlée au niveau fédéral, et donc on peut très bien produire du cannabis dans l'Alberta et en acheter dans une autre province. Donc voilà, ça c'est une différence assez substantielle entre les différents modèles nord-américains, entre Canada et États-Unis. Donc, Ça je répond à la question, hein. pense qu'on nous le dira dans le chat. Euh, donc toujours sur cette augmentation de consommation, euh, par rapport à l'augmentation chez les adultes, est-ce que vous savez s'il y a des actions qui sont préconisées? On a vu que chez les Québécois, enfin vraiment sur la province du Québec, cette consommation c'était assez constante. Est-ce que ce sont du coup des actions préconisées pour être reproduites dans les autres États où la consommation chez les adultes a été observée, ou est-ce qu'il y a d'autres points qui sont prévus?
Alors, déjà, la première chose, c'est que les budgets de prévention n'ont pas vraiment suivi la courbe des ventes et de la croissance du marché du cannabis légal. Donc, ils ont été augmentés, hein, certes, mais les stratégies de prévention n'ont pas forcément eu beaucoup de moyens pour se renouveler. Donc, ça reste de la prévention un peu ciblée sur les jeunes pour les dissuader de consommer. Auprès des adultes, c'est pas une prévention qui, enfin, elle a été un peu recentrée sur les risques de consommer des produits très fortement dosés en THC, mais elle s'est pas tellement renouvelée sur la base de l'analyse des profils de consommateurs et des préférences de consommation. Donc pour l'instant, c'est vrai que sur la prévention, c'est un des points noirs du bilan de la légalisation, puisque les budgets n'ont pas été au rendez-vous et il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en termes de renouvellement des stratégies de prévention. Euh, donc, est-ce que selon vous, il y aurait du coup avec toutes les données dont vous disposez, est-ce que, alors c'est une question vraiment qui prend votre avis personnel en compte, est-ce que vous vous positionnez plus pour un pour ou un contre la légalisation? Une question qui a été posée dans le chat. Alors, bah, nous, à l'OFDT, on n'a pas de... on reste neutre dans ce débat. Notre rôle, c'est vraiment de produire les connaissances scientifiques qui permettent aux décideurs de décider. Mais on n'a pas du tout de rôle de recommandation, de préconisation. Donc, on a aucune position officielle sur le sujet. En revanche, on fait état des éléments de bilan qui permettent à chacun de se faire son idée. D'accord. Mais de toute façon, en France, c'est pas à l'ordre du jour, hein. La question de la légalisation, dans le débat public, elle est Ah, très, c'est pas qu'elle soit très peu abordée, mais elle est plutôt abordée par des acteurs qui sont pas actuellement centraux dans le jeu politique. Et bon, par ailleurs, il y a d'autres enjeux en ce moment, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le cannabis. d'accord. Bah, justement, on avait une autre question qui était au niveau de la France, où en sommes-nous au niveau de la dépénalisation ou de la légalisation? Donc, nous en sommes nulle part si je reprends ce que vous dites. Bah, si, ça, je peux répondre. Pour le coup, c'est un état des données. On en est que la France est un petit peu à rebours, hein, de ce qui se fait dans les autres pays de l'Union européenne, puisque loin d'aller vers une dépénalisation progressive comme à peu près la moitié des États de l'Union européenne, on est plutôt sur un renforcement de la logique de répression, puisque l'amende forfaitaire délictuelle, qui a été généralisée depuis 2020, c'est vraiment l'idée euh, de, de taper les consommateurs au portefeuille, en quelque sorte, avec une amende forfaitaire de 200 euros à chaque fois qu'on est pris en flagrant délit de consommation sur la voie publique. Donc voilà, c'est pas le modèle qui est pratiqué dans d'autres États de l'Union européenne qui vont plutôt vers un allègement des sanctions pénales et l'idée de rechercher plutôt des solutions sanitaires sans alourdir la charge qui pèse sur le système pénal. D'accord. Et du coup, si on devait un peu se recalquer sur un système qui existe déjà, à votre avis, le modèle français pourrait se rapprocher plus vers quel état euh, actuel? Ben, c'est difficile à dire. D'abord parce que les contextes, déjà les motivations à consommer du cannabis sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Un des points qui joue, c'est est-ce qu'on est dans un pays qui a une tradition de production de cannabis, par exemple? Aux États-Unis, alors notamment dans certains États comme la Californie qui revendiquent d'avoir le meilleur cannabis du monde, la légalisation, c'était aussi l'idée de faire accéder à la sphère légale un secteur économique potentiellement prometteur. Voilà, les marchés, enfin oui, les marchés de production de cannabis en Europe, même s'il y a une production d'herbe au sein de l'Union européenne, ils ne sont pas aussi structurés qu'en Amérique du Nord. Donc il y a pas forcément une filière de production qui est dans les starting blocks associée à des lobbies pour pousser l'idée d'une légalisation. Donc ça, c'est un élément de contexte socio-culturel et économique, par exemple, qui peut peser dans le fait de pousser la légalisation sur l'agenda politique, typiquement. D'accord.
Alors, on quitte la France, on se dirige un peu plus vers le sud. Alors, concernant la dépénalisation, notamment au Portugal, est-ce que vous avez des retours d'évaluation à nous faire part? Oui, alors on cite toujours l'exemple du Portugal qui effectivement depuis plus de 20 ans a dépénalisé l'usage et la détention, et pas seulement du cannabis, de toutes les drogues. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'au Portugal, cette réforme, elle avait été prise pour répondre à une épidémie d'héroïne qui était devenue endémique. Et voilà, à un moment, il y a eu une évaluation où une personne sur 10 avait dans sa famille quelqu'un qui avait été touché par l'épidémie d'héroïne. Donc voilà, c'était devenu un phénomène social très présent, avec des scènes de consommation en public aussi qui posaient des enjeux de sécurité. Et donc, la dépénalisation, elle a été faite en réponse à l'épidémie d'héroïne, sans rapport avec le cannabis, qui n'a jamais été un niveau de consommation très élevé au Portugal et qui ne l'est toujours pas 20 ans après la dépénalisation. Donc finalement, le cannabis, ce n'est pas une problématique très saillante au Portugal par rapport à la France, qui est plutôt dans les premiers rangs du tableau européen en termes de consommation. Donc c'est des situations qui sont assez différentes et voilà, c'est très compliqué l'analyse comparative entre différents pays. On a des indicateurs standardisés pour regarder les niveaux de consommation. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça augmente? Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre tout ce qui se joue derrière une réforme et dans les retombées de cette réforme. Mm. Mais oui, sur le Portugal, j'en profite pour renvoyer vers une note assez complète qui est sur le site de l'OFDT, qui fait justement le bilan à partir de tous les indicateurs disponibles sur la santé publique, sur les aspects économiques. Voilà, 20 ans après cette réforme de dépénalisation, où on en est aujourd'hui. Donc voilà, pour la personne qui posait la question, ça peut être une lecture intéressante. Bon, je pense que mes collègues ont mis également le lien de l'OFDT pour que vous puissiez trouver toutes les ressources dont vous parle Ivana dans le chat. Euh, donc, toujours concernant un peu plus le volet légalisation, alors, quel levier avons-nous pour valoriser un projet encadré de légalisation afin de favoriser la prévention et les soins? Bah, là, on est sur un versant un peu. Enfin, encore une fois, hein, je reviens à la position de l'FDT qui n'est pas dans l'action, pas dans l'intervention, pas dans le plaidoyer, ni le militantisme. Donc bon, là, c'est de l'ordre des recommandations. Et c'est plutôt vers les pouvoirs publics qu'il faut se tourner pour avoir la réponse à ces questions. Non, on n'est pas un service de conseil. On a eu beaucoup, beaucoup de questions en fait qui, euh, qui s'orientent, c'est vrai, sur Hmm. votre avis, vos positionnements, comme vous avez beaucoup de données à disposition et que vous traitez. Donc, on essaie de les poser et de les trier en même temps. Euh, Est-ce que, voilà, alors on a des questions aussi sur tout ce qui est le lien entre légalisation et drogue dure. Tout à l'heure, vous en avez un petit peu parlé. Est-ce que donc on disait que la consommation pardon, de cannabis n'était pas en escalade, ça ne liait pas forcément avec la consommation par la suite de drogue dure, si je reprends bien ce que vous avez dit. Hmm. Est-ce que il y aurait un lien également avec l'incidence sur la violence et la criminalité, sur la légalisation du cannabis? Ouais, ça, c'est des corrélations qui sont assez difficiles à établir là, sur la base des données qui existent. Bon, il y a un certain nombre quand même d'études épidémiologiques qui montrent que dans les États américains qui ont légalisé le cannabis à usage médical, il y a eu une réduction Enfin, l'épidémie des opioïdes a été un peu plus circonscrite dans les États qui avaient légalisé le cannabis à usage médical. Donc bon, ça peut laisser penser qu'il y a un effet de transfert entre les produits et que finalement, une partie des usages antidouleurs d'opioïdes peuvent être compensés par l'usage du cannabis pour peut-être certains profils de consommateurs. Il y a aussi des études qui contredisent un peu ces résultats-là. Le problème, c'est que les équipes de recherche américaines, souvent, sont entre recherche académique et militantisme. Donc, voilà, c'est toujours compliqué de faire la part des choses, mais je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Il faudrait beaucoup plus de travaux pour pouvoir dire quelque chose de sérieux. D'accord. Ok.
Euh, Concernant du coup la consommation et la conduite, est-ce qu'il y a des pays qui acceptent un seuil pour la conduite? Si oui, lesquels et quels seuils est-ce qu'ils ont été mis en place suite à des études? Alors, il n'y a pas d'études sur les seuils. Ouais, c'est une très bonne question parce que ça, c'est aussi une des controverses actuelles sur le fait d'avoir un délit, donc une infraction pénale, qui punit le fait de conduire sous l'emprise du cannabis. Or, les tests qui existent ne permettent pas de définir l'emprise du cannabis, puisque si on est un consommateur régulier, par exemple, on a une présence de cannabis dans le sang qui perdure pendant plusieurs jours. Et donc, on n'est pas forcément sous l'effet du cannabis au moment où on conduit, mais on a du cannabis dans le sang. Donc, on va être passible de sanctions pénales. En fait, les outils techniques n'existent pas encore pour appréhender le fait d'être sous l'influence ou pas de cannabis. Il n'y a pas d'outils suffisamment fins et précis qui permettent de l'affirmer. Donc, ce qu'on mesure, c'est le fait d'être consommateur ou pas, mais pas le fait d'être sous l'emprise du cannabis. Donc ça pose des enjeux éthiques, hein, sans doute, puisqu'il y a une loi qui est construite sur des instruments qui sont eux-mêmes assez peu fiables. Mais voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Il n'y a pas de pays du coup qui Alors si, tolère un seuil. ouais, si, bah, y compris aux États-Unis, il y a un seuil qui est défini par la loi dans certains États de 0,2 nanogrammes par millilitre de sang de THC. Donc ça, c'est le seuil en deçà duquel on ne sera pas inquiété et au-delà duquel on sera passible de sanctions pénales. D'accord. Et en termes de quantité consommée, vous auriez des équivalences à nous donner ou Bah, c'est des usagers au moins occasionnels, voire réguliers, qui peuvent avoir ce taux-là, mais en termes de... Enfin, c'est difficile à convertir en nombre de joints, par exemple, en particulier dans les dernières 24 heures, hein. Ou alors, il faudrait demander à des spécialistes, des toxicologues, mais d'accord. je crois que c'est assez difficile de statuer là-dessus. Ok. Alors, on avait des questions aussi concernant le lien entre donc consommation de cannabis et santé mentale. Euh, Quels sont les impacts voilà, du cannabis sur la santé mentale et notamment chez les jeunes? Alors, bah, ils sont assez bien documentés. La première chose, d'abord, c'est les troubles cognitifs à court, moyen et long terme. Alors, troubles cognitifs plus ou moins graves, avec le fait que c'est aussi des effets qui sont réversibles. En arrêtant, par exemple, le cannabis, c'est pas des effets qui sont durables dans le temps. En termes de santé mentale, il y a la question rémanente de la schizophrénie. On a souvent tendance à faire un lien entre usage de cannabis et schizophrénie. Là aussi, c'est compliqué de démêler les chevaux des causalités, puisque il y a à peu près en France 1% de la population qui est schizophrène. Et cette population-là, elle a tendance à plus consommer des produits pour se soulager, pour soulager les symptômes de leur maladie. Donc, ils sont surconsommateurs de cannabis avant d'être schizophrènes. Donc, c'est compliqué de vraiment faire la part des choses et de pouvoir imputer au cannabis en propre leur maladie mentale. On sait que la schizophrénie, elle est plutôt liée à des facteurs génétiques et que c'est pas la consommation d'un produit qui va déclencher une schizophrénie. En revanche, il peut accélérer la survenue des symptômes de la maladie. Il va pouvoir les aggraver, les précipiter, mais pas forcément les créer par lui-même. D'accord. Merci. Euh, et qu'en est-il du coup du cannabis thérapeutique en France? Alors bah, là aussi, c'est une expérimentation qui est en cours, qui est pilotée par l'Agence du médicament, la NSM, qui est en cours d'évaluation en même temps qu'elle est mise en place. L'objectif, c'était d'inclure 3000 patients dans cette expérimentation. Je crois on n'est pas du tout au niveau des 3000 patients inclus à ce stade.
Et voilà, il y a des questionnements sur la poursuite de cette expérimentation et sa généralisation in fine. Mais ça aussi, c'est un domaine qui relève des pouvoirs publics où nous, on n'a pas compétence ni à donner un avis, ni à donner une suite ou pas à cette expérimentation. Mais bon, en tout cas, elle a cours sur 5 indications. Donc ça concerne finalement des indications médicales très précises. Par exemple, dans le traitement de la sclérose en plaques, enfin le traitement, le soulagement des symptômes liés à la sclérose en plaques, des choses comme ça. Euh, mais voilà, c'est plutôt la NSM ou Nicolas Autier qui est le responsable de cette expérimentation, qui pourrait répondre directement. On a eu la chance de le recevoir l'année dernière, Nicolas Autier. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay sur le site de la Coréade pour les participants qui le souhaitent sur le cannabis thérapeutique. Donc en France, on retient bien que c'est encore très très encadré et qu'on est encore assez loin de toutes les modèles hein, de légalisation ou dépénalisation que vous nous avez présentés sur les autres. Ouais, c'est vraiment une expérimentation. D'accord. Euh, ok. Est-ce que vous savez quels sont les autres pays européens qui sont en train de se projeter un peu plus sur la question de la dépénalisation et de la légalisation en Europe? Alors, déjà, c'est pas la même chose, dépénalisation ou légalisation. C'est pour Vous ça voulez que dire je prenais les deux. légalisation du cannabis récréatif ou médical? Oui, récréatif. Récréatif. Bah, oui, il y a quelques pays qui y réfléchissent. Il y a l'Italie qui a mis en place un référendum sur le sujet il y a quelques années. Bon, c'était avant Mélanie, hein. C'était pas tout à fait la même ambiance qu'aujourd'hui. Il y a la République tchèque aussi qui réfléchit. Il y a eu plusieurs projets de loi et c'est porté, je crois, même au sein du gouvernement par plusieurs ministres qui se sont dit assez favorables. Donc voilà, il y a quelques États comme ça qui réfléchissent. La Croatie aussi, à un moment, avait envisagé un projet de légalisation. Donc voilà. Alors après, il y a aussi des projets qui sont portés par la société civile. Mais jusqu'à maintenant, il y en a relativement peu qui ont abouti en Europe. C'est plutôt quand ça émane de la sphère gouvernementale locale, ou dans des accords de coalition, que c'est arrivé jusqu'à l'agenda politique. Mais c'est vrai que les logiques de coalition sont souvent assez favorables à ce genre de réforme. D'accord. Bon. Alors, on a une dernière question dans le chat qui nous ramène aux impacts en santé de la consommation de cannabis, qui est est-ce que les troubles cognitifs peuvent être irréversibles par rapport à la consommation si le cerveau est toujours en voie de développement? Ouais, alors je concluais sur le déficit de connaissances. Ça, typiquement, c'est difficile d'être complètement affirmatif là-dessus. C'est encore des batailles d'interprétation à l'infini. Il y a une étude néo-zélandaise il y a quelques années qui avait montré que la consommation prolongée de cannabis allait de pair avec une perte de points de QI. Je crois que c'était de l'ordre de 12 points de QI de moins chez les non-consommateurs par rapport à ceux qui étaient consommateurs réguliers pendant quelques années. Il me semble de mémoire que c'était 12 points. Voilà, cette étude, elle a été pas mal contestée sur la méthodologie, parce que bon, c'est tout le problème. Enfin, les enjeux méthodologiques, c'est souvent ça. On peut choisir une méthode pour induire des résultats ou rester indépendant et honnête. Et bon, selon l'endroit où on se trouve, on a plus ou moins intérêt à faire l'un ou l'autre. Donc voilà, cette étude, elle repose sur une cohorte qui était assez importante, hein, une cohorte de personnes qui sont devenues adultes. Mais les résultats ont été pas mal contestés. Donc voilà, sur les effets irréversibles, ça reste encore un domaine où c'est pas complètement conclusif. D'accord. On va laisser encore la recherche nous apporter quelques données complémentaires pour pouvoir répondre à ces questions. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Un grand merci, Ivana, pour votre présence et votre riche présentation qu'on aura la chance de pouvoir revoir en replay bientôt sur le site de la Coréade. Un grand merci à l'ensemble des participants.
Je vous invite à nous retrouver donc le 14 janvier de 14h à 16h pour venir voir notre prochain rendez-vous de la Coréade qui portera sur la thématique de la CJC pardon, comme porte d'entrée avec comme intervenant Jean-Pierre Coutron. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.